Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Encre et Plume. Vendredi 12 avril 2024, Monsieur et Dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro Encre et Plume. Au programme, la science, avec l'œuvre intitulée La télévision numérique en République démocratique du Congo, dynamique et trébuchement d'une machine à deux vitesses, du professeur Didier Moupaya, capitaine. Bonsoir professeur Moupaya. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, ça va bien. Bienvenue dans Encre et Plume. Merci. Eh bien, Didier Moupaya, capitaine, est professeur au département de sciences de l'information et de la communication, SIC en sigle, de l'Université pédagogique nationale et à l'Université des Mazénodes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Professeur, quelle étude avez-vous faite? Quel est votre parcours scientifique? Au départ, j'ai fait des études de philosophie et de théologie et sciences humaines ici au Congo, et au début des années 2000, je me suis retrouvé en Suisse pour le doctorat. C'est là que j'ai été admis à la faculté de théologie pour le doctorat, et je me suis inscrit aussi à la faculté des sciences de la communication de l'université de la Suisse italienne. Voilà, donc je suis philosophe théologien et communicologue. Vous êtes professeur full? Oui, c'est depuis une dizaine d'années maintenant que j'enseigne à l'UPN comme professeur full maintenant. Et vous dispensez quel cours, que ce soit à l'UPN ou à l'université de Mazénodes? À l'UPN, j'ai des enseignements. J'ai un cours intitulé Nouveaux médias, j'ai des cours de réseaux sociaux et un troisième qui s'appelle Sciences de l'opinion. À l'université de Mazno, j'enseigne aussi la science de l'opinion, mais j'ai aussi des enseignements de théologie, notamment la liturgie. Encre et Plume avec Katia Dovel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et Plume sur P1 FM. Eh bien, nous connaissons qui est l'auteur de ce soir. À présent, résumé de l'œuvre. La télévision numérique en République démocratique du Congo. Ce livre reprend les grandes lignes de ce qu'ont été depuis 2015 l'évolution et l'impact de la télévision numérique dans son déploiement et sa progression à travers la République démocratique du Congo, principalement dans les grandes villes. Par-delà le marché de l'implantation des réseaux, de l'infrastructure et d'autres matériels techniques, et malgré les guerres entre les différents acteurs industriels de ces télévisions, le vrai problème pour l'auteur est la production, la gestion et l'exploitation de contenu à travers les différentes technologies disponibles. Aussi plaît-il pour les startups, pour une coordination multipartenaire des efforts et pour l'émergence des nationaux dans le développement des outils de produits et de contenus pour l'exploitation intelligente et la rentabilisation effective de la télévision numérique. Résumé de l'ingénieur Jean-Jacques Ochoudima, coordonnateur du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, CNM-TNT en sigle RDC. Et à présent, nous entamons avec notre analyse avec cette première question. Professeur, expliquez-nous en des termes simples la différence qui réside entre la TATA, la TNT et la TNS. Donc la télévision analogique terrestre, la télévision numérique terrestre et la télévision numérique satellite. La télévision analogique terrestre, c'est la télévision traditionnelle telle que nous l'avons connue jusque dans les années 2015 ici chez nous. C'est vraiment la télévision traditionnelle.
Elle était aussi terrestre naturellement parce qu'elle émettait et transmettait le signal à travers des émetteurs plantés sur la Terre, pour dire en termes simples. La télévision numérique terrestre, c'est celle que nous connaissons depuis les années 2015 maintenant et qui a sa spécificité dans le fait que le signal est codé de façon numérique, un système binaire de chiffres et de nombres. Nous sommes habitués aujourd'hui à voir ce que nous avons comme des images numériques ou des vidéos numériques. Donc la télévision numérique est celle-là qui diffuse des images comme ça en format de vidéos numériques. On peut dire comme ça. Je crois que le commun des Congolais comprend aujourd'hui ce qu'on appelle une image numérique. Ce n'est pas à la Mecque que nous le faisons, mais nous avons des appareils numériques qui savent prendre ces images-là, les mettre en forme et les diffuser. Quant à la télévision numérique et satellitaire, la différence c'est que le signal de télévision est envoyé par des satellites, donc envoyé au satellite, et les satellites peuvent arroser encore d'en haut une certaine zone où le signal peut être capté par nos postes téléviseurs et nous avons les images. C'est ce que je peux dire pour le moment. La télévision numérique terrestre TNT en sigle semble être la meilleure. Elle n'a donc pas d'inconvénients. Quelles sont ses forces ou avantages et désavantages s'il y en a? Les avantages qui ont été présentés au public lors de la grande propagande ou la grande promotion de la télévision numérique terrestre dans les années 2015, c'était que on avait la chance d'avoir des images meilleures que sur la télévision traditionnelle analogique. Mais on peut discuter sur la qualité des images, mais en général, on en a quand même un peu meilleur que ce qu'on avait dans les temps. Et puis, on avait surtout la possibilité de pouvoir diffuser beaucoup de télévision, beaucoup de canaux sur un spectre hertzien plus réduit, dans la gestion des fréquences. Sur une même fréquence dans les temps, on devait diffuser seulement une seule chaîne télévision, des télévisions analogiques. Aujourd'hui, en numérique, sur une seule fréquence, on peut en diffuser 20, 24, 27. Vous comprenez que on a la possibilité de diffuser beaucoup plus de contenu sur des fréquences limitées. Donc, il a plus de désavantages. Non, je ne parle pas de désavantages, tout ça, ce sont des avantages. Justement, il y a bon nombre de désavantages. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Les désavantages, du point de vue des consommateurs, parce qu'il faut aussi en parler, on n'en a pas parlé dans les temps, c'est le fait que la télévision numérique est payante. Tous ceux qui ont grandi dans ces pays depuis le début de la télévision en 1963 savent que jusqu'aux années 2010-15, on ne payait pratiquement pas pour la télévision. Maintenant, avec la télévision numérique, nous devons chaque fois renouveler des abonnements et ça nous coûte. On aurait bien voulu une télévision gratuite, mais nous avons, on pourrait dire, perdu cet avantage-là d'une forme de gratuité. Voilà, je peux dire cela. Les autres avantages et limites aussi sont détaillés dans les livres, mais du point de vue du consommateur ordinaire, c'est ce que on peut faire remarquer. Et puis, la télévision numérique va être diffusée selon des normes qui sont en évolution. Donc, après des années, les consommateurs sont de temps en temps obligés de renouveler leur parc de récepteurs pour s'adapter aux normes en cas d'évolution. Nous sommes encore maintenant à un premier niveau. Après des années, on devra changer. Ce sont des désavantages. Mais le plus grand avantage sur lequel on compte, c'est le fait d'avoir une meilleure qualité d'image et une plus grande quantité de télévision disponible. Donc la télévision numérique reste très complexe? Non, ce sont des évolutions de technologie. On mise sur les avantages, sur le plan économique, sur le plan du service que l'on peut rendre. La complexité, d'accord, ça peut être complexe, mais on la gère par des techniciens qui sont bien formés et qui savent ce qu'ils font. Au lendemain de l'indépendance, Joseph Kasavubu, premier président de la RDC, espérait trouver dans la télévision un appui à l'école et au service de l'éducation. 64 ans après, est-ce le cas? Et quand vous avez lu des livres, vous avez compris que mon opinion à moi, c'est de dire que non.
qu'est-ce qu'on a là? Cette question nous renvoie à la qualité de contenus qui sont diffusés sur nos télévisions. La question de voir jusqu'à quel niveau ces contenus sont instructifs, sont éducatifs, sont formatifs pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre jeunesse, et ainsi de suite. Malheureusement, nous avons encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Les observateurs les plus simples constatent facilement que lorsqu'on allume une chaîne de télévision, on allume son poste téléviseur ici à Kinshasa ou en RDC en général, on va plus facilement tomber sur la prédication d'un pasteur ou sur des musiciens qui chantent et qui dansent. Ça, c'est ce qui remplit nos télévisions du matin au soir, malheureusement. Est-ce que les prédications des pasteurs ne sont pas une bonne chose? Ça éduque d'une part. D'accord, ça peut éduquer, mais il y en a aussi qui n'éduquent pas, naturellement. Et puis, il faut pas seulement que on ait des contenus monotones. La vie n'est pas que la prière, la vie n'est pas que la religion. Et je suis mieux placé pour le dire. On peut trouver mieux. Bien sûr, la religion a sa place, mais il y a d'autres réalités. Le travail aussi a sa place. L'éducation a sa place. La culture, de façon générale, a sa place. Il y a aussi d'autres valeurs, même civiles, qui ont aussi leur place, qui doivent aussi être promues. La télévision lie plusieurs enjeux. Parmi le plus majeur, l'enjeu économique et l'enjeu culturel. Or, dans vos écrits, vous avez relevé les risques ou le manque à gagner qui ne profitent pas aux locaux pour cause des barrières administratives, financières et autres de la part du gouvernement. Et comme conséquence, le marché local est noyé et inondé par l'aviction, la promotion de l'image et la culture des autres. L'image et la culture nationale congolaise bafouées. Peut-on dire que l'État congolais est responsable en partie de cette situation? Bon, nous avons la tendance à renvoyer toutes les responsabilités sur l'État, mais nous avons des habitudes et aussi une culture à promouvoir. L'État, c'est aussi des animateurs qui sont là. Et lorsque nous écrivons, nous dénonçons certaines réalités qui, à notre avis, ne fonctionneraient pas selon l'intérêt du pays. C'est pour partager des réflexions. Et donc, ceux de nos compatriotes qui ont des responsabilités dans ces secteurs de la culture, des médias, de la communication, et ainsi de suite, ils lisent ce qui est écrit et donc ils entrent en discussion avec les idées qui sont partagées pour essayer de changer les manières de faire et d'améliorer pour avancer et travailler pour l'intérêt de notre pays. Donc nous ne pouvons pas passer le temps à jeter la pierre seulement sur les autres, mais nous discutons et justement l'espace public d'une nation, c'est aussi un lieu où des idées entrent en confrontation pour que justement on avance vers ce qui est l'intérêt général. Donc je ne peux pas dire ici que je viens accuser des gens qui seraient responsables, mais je dis qu'il y a des changements qui peuvent être faits pour que les contenus qui sont diffusés sur nos télévisions soient plus congolais qu'ils ne le sont aujourd'hui, pour que dans ces travails-là de la production et de la programmation, de la diffusion audiovisuelle en général et télévisuelle en particulier, les Congolais, ils trouvent beaucoup plus de travail et soient plus actifs. Il y a plein de jeunes gens qui sont plein de talents et qui sont aussi bien formés. Donc, nous avons beaucoup plus d'espace de diffusion et à lieu d'organiser pour créer plus de travail. En créant plus de travail, nous pouvons créer plus de richesses et faire avancer notre société. Et je présente justement la télévision numérique comme une opportunité aujourd'hui qui peut être exploitée dans ce sens-là. Mais l'État congolais, vous dites qu'il n'est pas responsable à 100%. Il y a une part de responsabilité des citoyens, mais qui ne les font pas. Que devons-nous faire? Chacun a son rôle. Le rôle de l'État, c'est d'organiser l'environnement, notamment l'environnement légal, le cadre juridique, disciplinaire, ainsi de suite. Dans ce domaine-là, on aimerait avoir des lois qui laissent aussi des espaces aux Congolais d'investir dans ces domaines et de trouver du travail. Les autres... C'est pas le cas? Bon, d'après l'analyse que j'ai faite, vous avez vu dans les livres, j'ai dit que le paysage audiovisuel de notre pays est aujourd'hui tout à fait dominé par des télédiffuseurs étrangers et les contenus sont en grande majorité des recyclages de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et je dis aussi que les jeunes Congolais ont du mal à investir dans ces domaines-là. On peut retravailler pour que la situation leur soit aussi favorable ou que des espaces leur soient ouverts.
Professeur, quelle est la structure qui s'occupe de la réglementation des diffusions au Congo? Il y a beaucoup. Il y a au niveau des ministères des médias, des ministères de la communication, il y a les CESAC. Mais c'est pas seulement cela, et ceux qui étudient aussi. Donc les institutions sont nombreuses. Il y a les autorités qui gèrent, qui nous édictent les lois, c'est celle du ministère. Nous les avons citées. À tous les auditeurs qui nous trouvent en chemin, vous êtes sur B1 FM 87.8, dont Encre et Plume, magazine littéraire et scientifique. La télévision numérique en RDC est le sujet de ce soir, livre du professeur Didier Moupaya. Nous continuons avec cette question de plus. Professeur, que pensez-vous des diffuseurs privés à la conquête des éditeurs nationaux? Parlons, nous voyons StarTime, Bluesat, Canal+, qui signent de contrats de partenariat avec des chaînes congolaises, donc éditeurs de programmes congolais, pour intégrer leur bouquet pour la diffusion satellite en y associant leur publicité. Bon, mon point de vue, je pourrais dire que c'est une situation tout à fait ambivalente. D'abord, lorsque les jeunes qui créent leurs émissions se retrouvent cooptés de sorte que leurs émissions peuvent trouver des espaces dans les bouquets de ces télédiffuseurs qui sont grands, qui sont puissants, nos jeunes estiment ils ont été validés et donc c'est un avantage pour eux. Peut-être, mais pour ces grands, c'est une façon aussi d'étendre leur empire et de contrôler tout ce qui émerge dans le domaine. Mais la situation meilleure, à mon avis, ce serait que au niveau de l'État congolais, notamment du Renatelsat, il soit possible d'assurer la diffusion des produits et des initiatives des jeunes et des entrepreneurs congolais qui essayent d'oser ou d'investir dans ce domaine-là. Ça pourrait créer une concurrence vis-à-vis de ceux qui nous viennent de l'étranger, et les producteurs locaux, les initiatives locales pourraient apporter la possibilité de mieux développer et de mieux mettre en valeur, de communiquer aussi la culture congolaise dans sa grande richesse et dans sa grande diversité telle que nous la connaissons. C'est quoi Renatelsat? Renatelsat, c'est un organe de l'État qui est en fait les diffuseurs public officiel de la télévision numérique terrestre ici en RDC. La TNT, telle que nous l'avons ici, elle est tenue et diffusée donc par les Renatelsat. La nouvelle loi à partir de 2015 a redéfini la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production de la télévision. Normalement, les chaînes de télévision anciennes, ce que nous appelions chaînes de télévision, devraient devenir des éditeurs de programmes. Donc ils produisent les programmes, mais la diffusion se fait à travers un autre organe qui officiellement, pour la production congolaise, c'est le Renatelsat qui fonctionne à la RTNC. Leur bureau, je crois que c'est au quatrième niveau de la tour de la RTNC, là-bas. Donc, si je comprends bien, selon vous dire, la Renatelsat devrait avoir l'exclusivité de la production numérique en RDC? Le Renatelsat devrait avoir beaucoup de pouvoir. Je ne parlerai pas d'exclusivité parce que ça ramènerait à l'idée d'un certain monopole. Alors qu'encourager une diversité, encourager la concurrence dans ces domaines devrait aussi encourager le développement et la production. Mais il convient que le Renatelsat ait des possibilités techniques et financières et humaines aujourd'hui de rendre ces services-là de manière encouragée à diffuser la production audiovisuelle made in DRC. Mais pourquoi c'est pas connu, j'ai envie de dire comme ça, c'est pas connu? Bon, mais ça, ce sont des fonctions. Nous, le peuple congolais, nous regardons la télévision, mais nous ne savons pas toujours exactement comment ça fonctionne là pour les images nous arrivent. Ça, c'est des questions qui concernent l'organisation de la production audiovisuelle au niveau de la nation.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas mal l'organisation en tant que telle. Mais ce que j'ai dénoncé dans les livres, c'est le fait que le Renatelsat semble ne pas avoir les moyens de sa propre politique. Or, la politique n'est pas mauvaise. Vous évoquez le point sur les télévisions mallettes qui peuvent devenir des télévisions d'avenir. Dites-en plus, professeur, c'est quoi une télévision mallette et comment peut-elle devenir télévision d'avenir? Le terme tout à fait péjoratif de télévision mallette est né à un moment où on a dénoncé ces télévisions difficiles à identifier, qui pullulent comme ça. Mais vous voyez, ça c'est déjà une connotation négative qu'on a mise en avance. Mais c'est des jeunes gens qui peuvent aller de l'avant. Ce qui caractérise une télévision mallette, c'est le fait que la mallette, vous voyez, c'est la transportabilité du matériel, non? Les télévisions traditionnelles ont tout cet arsenal de matériel technique immense, des régies, tout ce qu'il faut, beaucoup de choses. Mais la télévision mallette, ça c'est un jeune avec peut-être une caméra ou un téléphone assez bien sophistiqué qui peut filmer ce qu'il veut, qui peut concevoir une émission avec très peu de moyens, qui peut la monter et qui peut la faire diffuser. Donc c'est ça qui fait, c'est une télévision tout à fait élémentaire, mais qui peut produire aussi les images de qualité qui peuvent aller. Et moi, je dis que c'est, si on laissait au niveau des lois, des possibilités aux jeunes Congolais qui s'aventurent et qui s'essayent dans ces domaines-là, de diffuser aussi par le Renatelsat ce qu'ils ont, ça serait la possibilité pour nous de voir comme des génies en herbe, de repérer du talent à promouvoir et pour pouvoir aider à faire avancer, à manifester au monde la culture congolaise. Donc c'est cette télévision qu'on appelle mallette affronte la grande concurrence des puissants. Et pourtant, c'est des petits poissons qui, justement, si on les laisse organiser, on se laisse manifester, peuvent, à la limite, essayer de s'affirmer. Mais on a déjà vu comment les télédiffuseurs venus d'ailleurs sont justement à leur chasse. Dès qu'il y a un qui se manifeste, ils l'achètent, ils le récupèrent. Et ça étouffe ces cadres où on pourrait promouvoir la culture typiquement congolaise dans une certaine liberté à la congolaise. Par télévision mallette, on entend téléphone, smartphone, ordinateur ou des personnes qui développent des startups? Non, ces structures-là, des personnes qui développent ces startups-là avec un petit matériel, mais capable de produire des éléments de qualité aussi pour faire concurrence avec les autres. Donc c'est cette simplicité-là. Pour nous, c'est la simplicité du matériel, non? Aujourd'hui, vous pouvez produire un élément diffusable à la télévision sans avoir besoin de caméras professionnelles, une grande infrastructure, des régies, des grands matériels, non. Avec un matériel très simple, un jeune qui a des qualités, qui a appris, qui peut le faire et qui peut diffuser. Et c'est cette simplicité-là que on a appelé mallette. Votre préfacier, l'ingénieur Ochudiema dit, je lis, je me réjouis de cet ouvrage qui illustre et encourage l'implication de scientifiques et universitaires congolais dans l'audiovisuel. Une question nationale trop importante pour être abandonnée aux seules élites d'intérêt, tant politiques et économiques qu'opérateurs techniques. Y a-t-il un manque criant d'études sur la télévision numérique en RDC, professeur? Oui, l'histoire de ce livre, justement, est partie de ce constat-là. Au départ, c'était un article que j'ai publié en 2015 au moment de la migration de la télévision des télévisions africaines de l'analogique au numérique. J'avais essayé de suivre un peu comment ça se passait. Et puis, j'ai publié cet article en ligne. Et quelqu'un a lu cet article et en essayant de s'informer sur la situation au Congo, s'est rendu compte qu'il n'avait pas beaucoup de publications sur la télévision numérique en RDC et m'a encouragé à transformer cet article en livre. C'est comme ça que j'ai étudié l'évolution, les changements de paysage audiovisuel ou télévisuel de notre pays de 2015 jusqu'à 2020, 21, 22 pour publier cet ouvrage. Donc, au départ, le livre trouve son origine dans le constat de ce déficit de publication dans le domaine, effectivement. Et puis, vous voyez que
Même au niveau de la formation dans nos universités, j'ai constaté qu'il y a très peu de formations qui concernent la télévision en général, sa gestion, pas seulement la production de contenu télévisuel, mais la gestion de la télévision comme une entreprise, comme un secteur économique. Comme un secteur économique et un secteur culturel. Il y a beaucoup de déficits dans ces domaines-là. Et cette collaboration justement entre les techniciens et donc l'intervention du monde académique, j'espère selon mon préfacier, que je remercie au passage de l'avoir accepté de lire, de commenter, de présenter ces livres au public. Donc cette collaboration peut susciter la réflexion pour que nous prenions conscience de l'importance de la télévision et des avantages que la télévision numérique apporte aujourd'hui pour l'économie, comme un secteur où on peut créer du travail, donc créer des richesses. Et pensez-vous, professeur, qu'une fois les scientifiques impliqués, nous aurons une solution s'ils ne les sont pas déjà? Le pensez-vous honnêtement? Oui, je pense que oui. Si je ne le pensais pas, je ne me serais pas engagé moi-même. Je suis convaincu que c'est d'abord les idées. Lorsqu'on réfléchit, on discute, la confrontation entre les idées fait émerger de la lumière. Et la lumière fait avancer le monde et le pays. Donc nous avons besoin de cette collaboration-là pour faire avancer, pour faire prendre conscience des enjeux économiques, culturels, politiques et stratégiques de la télévision numérique pour notre pays et pour que l'on s'engage à la faire avancer vers la meilleure direction pour l'intérêt de notre pays. Donc, votre livre, La télévision numérique en RDC, a un apport important dans la télévision numérique en RDC? Bon, je pense que oui. J'espère que les lecteurs se sentent interpellés. J'aimerais bien que les politiques et ceux qui investissent dans le domaine de la télévision me lisent. Et j'aimerais bien que certains d'entre eux ouvrent, d'ailleurs je l'ai même écrit dans la présentation, j'aimerais que cet ouvrage ouvre un débat tous azimuts sur les enjeux et les défis de la télévision numérique pour l'avenir de la RDC. Ça, c'est vraiment mon espérance. Je rappelle que votre livre a été publié en 2023, on va dire depuis 2023. Et depuis lors, y a-t-il plus d'études scientifiques allant dans ce sens ou des œuvres publiées allant dans ce sens de recherche? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien que nous devenions de plus en plus nombreux à investir ces domaines parce qu'effectivement, il est important pour l'avenir, pour le rayonnement de la culture congolaise dans le monde, pour la création du travail, pour les jeunes que nous avons de plus en plus nombreux maintenant dans nos universités, dans les facultés de communication et autres. Voilà, donc la recherche est là, mais il faut qu'elle continue. Vous dites que vous n'êtes pas nombreux, donc vous, en écrivant ces livres, vous avez fait de recherches et vous n'êtes pas tombé sur des auteurs scientifiques congolais qui ont écrit sur la télévision numérique? Jusqu'en 2022-2023, avant la publication de ces livres, je n'ai pas trouvé beaucoup de livres sur la télévision numérique en RDC. On va dire que vous êtes parmi les pionniers? Bon, je laisse cette affirmation aux critiques, c'est-à-dire à ceux qui lisent tout ce qui est publié et qui se prononcent. Ce n'est pas à moi à me dire si je suis le premier ou je suis le dernier. Mais j'espère pas être le dernier en tout cas, mais je ne prétends pas être le premier. Super. Quel est l'avenir de l'audiovisuel en RDC d'ici 2030? Comment voyez-vous l'audiovisuel au Congo? Avec les faiblesses que j'ai dénoncées dans le livre et dont je viens de parler ici en passant, j'espère que dans notre pays, dans notre société, l'audiovisuel reprenne sa place comme un secteur important aux enjeux économiques de taille, aux enjeux culturels tout à fait déterminants pour notre survie comme peuple et aussi aux enjeux politiques parce que, on l'a dit dans le livre, l'audiovisuel c'est aussi une question de souveraineté nationale. Mon rêve à moi, c'est, j'en ai parlé en termes de partenariat une organisation de collaboration multipartenaire. On en a parlé au niveau des structures qui existent aujourd'hui, mais je vois ça aussi du point de vue de ce qui peut venir ou advenir. Je m'imagine un jour des informaticiens de l'ISIPA collaborer avec les artistes de l'INA, les spécialistes du spectacle,
avec les artistes de l'Académie des Beaux-Arts, ceux qui créent dans ces domaines-là, leurs sculptures et autres, avec les techniciens de l'ISTA, les journalistes ou les autres de l'IFASIC ou de l'UPEN ou de l'UNIKIN ou d'autres universités congolaises qui forment des jeunes dans les médias et les communications. Vous voyez, une collaboration avec des cinéastes et autres qui permettent de créer dans tous les domaines divers des arts de l'audiovisuel pour enrichir nos télévisions qui sont nombreuses et qui ont beaucoup d'espace qui, à mon avis, ne sont pas bien remplis ou suffisamment bien remplis aujourd'hui. Donc c'est ça mon rêve pour que le domaine de la formation que nous donnons dans les domaines de la communication et des médias ne soit pas entendu seulement comme une formation aux lettres. Nous avons, à mon avis, cette déformation. C'est une déformation? À mon avis, oui. Bon, c'est une déformation, mais c'est un héritage de l'histoire. Parce que si vous analysez l'histoire de la formation journalistique dans notre pays, ça a commencé à l'IFASIC, à l'ISTI dans les temps. On veut des journalistes qui sachent lire, écrire, communiquer. Et les facultés de communication, ce sont, enfin, les filières de la communication, médias et communication, se sont insérées dans des facultés de lettres et sciences humaines. Mais on pourrait avoir la communication et les médias dans les domaines des sciences, dans les domaines des techniques et même dans les domaines des arts. Vous comprenez? C'est pourquoi il faudrait que ces différents domaines redécouvrent leur synergie, leur vocation à collaborer ensemble pour faire promouvoir l'audiovisuel. C'est aussi un art. C'est une science, mais c'est aussi un art. Vous relevez les guerres qui s'effilent à l'horizon, si pas déjà enclenchées entre la guerre de technologie et la guerre de contenu. Éclairez notre lanterne, professeur, sur ces points. Dans les livres, quand j'ai parlé des guerres entre les télédiffuseurs qui sont là. Canal+, pour ne pas les citer, et BlueSat et les autres qui sont cités ici. Il y a la concurrence entre ces télédiffuseurs-là. Tout à fait. Ça, c'est une forme de guerre. Si je parle de cela. Mais il y a aussi une guerre dans la conquête de l'audiovisuel congolais et africain. Une conquête qui a commencé depuis longtemps. J'ai osé la comparer à la conquête. Au 19e siècle, les colons sont venus pour conquérir nos terres. Aujourd'hui, ils reviennent sous une autre forme pour conquérir notre ciel, notamment par la télévision et par les autres moyens. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que notre ciel, entre guillemets, notre audiovisuel est déjà largement dominé, cadastré, contrôlé par des puissances étrangères. Et je souhaite que nous nous organisions pour retrouver quand même un peu de part de souveraineté. Sommes-nous d'avance déjà vaincus? Non, pourquoi? Quand ils avaient conquis notre terre à l'époque coloniale, après il y a eu l'indépendance et aujourd'hui... Donc il y aura une indépendance sur le plan numérique. Bien sûr, c'est ça. Nous l'espérons. Je souhaite que les débats qui est ouvert ici, parce que nous avons dit, le souhait c'est que les livres ouvrent ces débats, que ces débats justement nous avancent vers les voies et moyens de conquérir aussi notre indépendance audiovisuelle et notre indépendance numérique si nous pouvons vraiment rêver jusqu'à ce point. On va finir par cette dernière question, professeur. Vous avez dit, il existe des bénéficiaires privilégiés de la fibre optique en RDC. Il s'agit des opérateurs mobiles. Pourquoi et comment l'ont-ils eu ces privilèges? Bon, c'est des questions de puissance financière. Je pense que l'argument est assez bien détaillé dans le livre. Ils avaient la capacité financière de faire fructifier et apporter un bénéfice. C'est normal dans le sens que c'est compréhensible qu'ils soient les bénéficiaires, mais nous attendons que les autres institutions comme les écoles, les hôpitaux, les familles aussi aient la possibilité, grâce à des interventions de l'État congolais, bénéficier de la fibre optique pour que notre pays essaye aussi d'avancer pour concurrencer les semblables comme le Kenya, la Tanzanie ou les autres qui font des avancées. Qui sont premiers en Afrique. Bon, qui sont parmi les premiers en Afrique, mais qui sont en avance par rapport au Congo. Professeur Didier Moupaya, nous vous remercions d'avoir disposé de votre temps pour répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie.
Où trouver votre œuvre et comment s'en procurer? Jusqu'ici, le livre est vendu en ligne sur Amazon. Mais on va faire un effort pour que quelques exemplaires soient disponibles ici, notamment à l'université de Masno. C'est au niveau de l'arrêt Maison Mbungu à Kintambo, où on peut l'avoir à un prix convenable à notre marché. Voilà, nous sommes bel et bien à la fin de ces numéros. Fidèles auditeurs, nous vous remercions de votre réelle attention. Suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, notre chaîne YouTube. Contactez-nous au 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Dans Encre et Plume, découvrez autrement le contenu des livres. Bye bye. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Encre et Plume.